Eh bien, bonjour à tous. Nous allons entamer cette deuxième table ronde, une table ronde qui succède sur le plan des idées à cette première sur le logement idéal des Français. Là, on va parler des inégalités parce que ce sont des inégalités dans l'habitat et on va se poser la question de quels sont les outils de réduction de ces inégalités. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, la situation n'a jamais été très favorable et depuis quelques années, elle s'est encore aggravée. Elle s'est encore aggravée aussi avec les derniers événements, c'est-à-dire l'arrivée de la pandémie, du Covid, qui a exacerbé ces inégalités. Les inégalités, elles sont devant nous. Il y a 50% des ménages qui détiennent 90% du patrimoine, 2/3 des inégalités qui s'explique par la présence ou non d'un patrimoine immobilier, des inégalités d'accès au marché de la location, en cause des prix en hausse, un ralentissement de la construction, des coupes budgétaires, donc beaucoup de questions qui sont posées par cette table ronde, qui va donc répondre à deux questions essentielles. Quel est l'état aujourd'hui du marché du point de vue de ces inégalités? Et puis aussi, comment améliorer la situation? Quels sont les instruments dont on dispose pour infléchir ces inégalités, essayer de lutter contre elles? Est-ce que ces instruments sont à la hauteur de nos espoirs? Et pour en parler, on va retrouver Jean-Claude Drian, qui est urbaniste, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, et Pierre Madec, qui est économiste à l'OFCE. L'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Alors, première question, on va parler un petit peu chiffres, on va parler un petit peu vraiment d'un point de vue économique. Quelle est l'analyse du marché du point de vue des inégalités? Comment est-ce que vous voyez les choses en chiffres? Pierre Madec. Je commence. Merci pour l'invitation. Des chiffres ont été donnés en introduction, je les partage. On a souvent tendance à parler des inégalités de revenus. Ça va être un débat, à mon avis, dans la présidentielle qui s'annonce. Des sujets vont revenir sur la table, le revenu universel, comment on lutte contre la pauvreté, tous ces sujets qui sont évidemment essentiels. Mais la question des inégalités de patrimoine, elle est au final assez peu traitée. Les inégalités d'accès au logement, on les connaît. Les inégalités territoriales, bon, on voit le cadre ici et on se projette dans les grandes villes, on voit qu'il y a des problématiques de logement qui sont un peu différentes. Donc ça, c'est des sujets qu'on maîtrise. Mais la question de comment le logement génère des inégalités de patrimoine extrêmement importantes, vous l'avez dit, 50% des ménages français détiennent 90% du patrimoine immobilier. L'explosion des inégalités qu'on observe depuis le début des années 2000, elle est expliquée en effet aux 2/3 par l'évolution des prix. Le patrimoine immobilier des ménages, il a pris 200% à peu près de sa valeur en l'espace de 20 ans. Et ces 200%, ils ne sont pas allés dans la poche de tous les ménages. C'est-à-dire qu'en gros, ça a profité à 60% des ménages français, mais il y a tout un tas de ménages qui, à la fois, n'ont pas profité, ne se sont pas enrichis au cours des 20 dernières années, parce qu'ils n'avaient pas de patrimoine immobilier. Et il y a aussi tout un tas de ménages qui, même au cours des dernières années, ont un patrimoine immobilier qui n'a pas pris de valeur. Typiquement, si on regarde sur les 2 dernières années, chez les ménages propriétaires, il y a à peu près 1/3 des gens qui ont vu leur patrimoine immobilier augmenter de plus de 5%, 1/3 des gens qui ont vu leur patrimoine immobilier stagner et 1/3 des gens qui ont vu leur patrimoine immobilier baisser. Ça, c'est l'INSEE qui le dit. Et c'était entre 2017 et 2019, donc avant la crise. Mais donc les inégalités, elles explosent. Vous avez un patrimoine immobilier global des ménages qui est aux alentours de 7 500 milliards d'euros. C'est bien de l'avoir en tête quand même. Sur un patrimoine total de combien à peu près? Le patrimoine immobilier, alors ça dépend, enfin c'est un peu compliqué parce que ça dépend si on le compte en net ou en brut, mais ce patrimoine de 7 500 milliards, le gros c'est la moitié, selon les calculs de l'INSEE, hein, la moitié est valorisée en prix de la localisation, en prix du foncier, et l'autre moitié est comptabilisée en coût du bâti. Donc c'est à peu près moitié-moitié. Il y a 20 ans ou 30 ans, le foncier, ça pesait pour 25% dans le patrimoine immobilier total des ménages. Donc on a un patrimoine qui a augmenté, et il a augmenté en grande majorité du fait de la valorisation foncière. C'est en tout cas comme ça que c'est calculé dans la comptabilité nationale.
Et donc c'est une vraie problématique essentielle qui devrait être au cœur d'ailleurs de la campagne présidentielle, presque plus que les inégalités de revenus, parce que ces inégalités de patrimoine, ça fait un effet boule de neige, si on veut. C'est-à-dire que c'est des inégalités qui vont se transmettre aux générations. Aujourd'hui, on hérite des inégalités des années 50 ou 60, mais c'est aussi des inégalités qui vont se transmettre aux générations à venir. Et la crise du logement ou la crise des inégalités d'accès au logement ou d'accès à la propriété qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce qu'il y a un ralentissement très important, on reviendra peut-être sur l'allocation sociale et privée dans un deuxième temps, mais il y a une vraie crise de l'accession à la propriété, et notamment chez les ménages les plus modestes. C'est-à-dire qu'en gros, la probabilité d'accession à la propriété des ménages modestes a été divisée par 2 en l'espace de 20 ans. Donc on a beaucoup dit, il y a eu l'assouplissement des conditions de crédit, on a favorisé l'accession à la propriété d'un tas de ménages. En réalité, ce n'est pas les ménages modestes qui ont profité de ça, c'est plutôt les ménages des classes moyennes ou les ménages aisés qui ont pu acheter plus cher, qui ont pu acheter dans de meilleurs endroits. Mais ce qu'on voit, c'est que globalement, les 25% de ménages les plus pauvres, ils achètent 2 fois moins qu'il y a 20 ans, en moyenne nationale. Donc on a une dynamique des inégalités d'accès à la propriété et donc des inégalités de patrimoine qui ne cesse de s'accroître. Et le logement joue un rôle très important là-dedans. Il y a une grosse différence entre ceux qui sont possesseurs, donc les propriétaires, et ceux qui sont locataires de toute façon. Même ceux qui avaient des chances d'accéder à la propriété il y a quelques années se trouvent un petit peu bloqués. Donc c'est là aussi qu'il faut peut-être agir. C'est même dans la composition, si vous regardez la composition des non-propriétaires, c'est-à-dire tous les gens qui ne possèdent pas de biens immobiliers, dans les années 80, au milieu des années 80, c'était assez équilibré. C'est-à-dire que vous aviez à peu près entre 20 et 25% des 25% les plus pauvres, 20 et 25% des 25% d'au-dessus, etc. On avait une représentation des non-propriétaires qui était à peu près proportionnelle à la place des différents quartiles de niveau de vie, sans parler technique, chez les non-propriétaires. Aujourd'hui, les 25% les plus pauvres, ils représentent plus de 40% des non-propriétaires. Donc il y a une vraie exclusion de l'accès à la propriété des ménages les plus modestes, en moyenne, et encore plus évidemment dans les zones les plus chères. Et une fois de plus, c'est des dynamiques d'inégalité qui sont extrêmement inquiétantes. Pour bien comprendre ce qui s'est passé au cours des dernières années, mais peut-être remonter à ce qui s'est passé au cours des derniers mois, est-ce que la pandémie a eu un impact à aggraver les choses? Oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas de chiffres. Pour information, les dernières données de l'enquête nationale logement datent de 2013. Donc, pour avoir des données un peu micro, c'est un peu compliqué. Et sur les chiffres plus macro, on n'a pas encore le recul suffisant. Certains annoncent de grands bouleversements sur les marchés immobiliers. Moi, à titre tout à fait personnel, je n'y crois pas beaucoup. Mais on tirera les conclusions de la pandémie dans les mois qui viennent. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, il y a différents types de causes. L'augmentation des prix, mais aussi des coupes budgétaires, un ralentissement de la construction. Du point de vue de l'analyse un petit peu plus à long terme, en se reculant un petit peu, en ayant un petit peu de perspective, Jean-Claude Drian, comment est-ce que vous voyez cette évolution? Alors, moins sur les chiffres, mais plutôt sur, disons, la sociologie et les changements de la population. Oui, je crois que c'est particulièrement intéressant. On a vu dans la première table ronde, je ne sais pas, c'est comme premier débat, hein, on a parlé des 20 dernières années. C'est assez intéressant parce que je pense qu'effectivement, on a des évolutions majeures sur la qualité des logements, ça a été dit tout à l'heure, mais aussi sur la question de ces inégalités depuis ces 20 dernières années. Et on peut faire aussi une analyse conjoncturelle ou une analyse sur les évolutions de la construction neuve, par exemple, qui sont assez fortement dans le débat avec la commission Rebsamen notamment aujourd'hui. Mais il me semble que la question de la satisfaction des besoins en logement, elle ne se joue pas sur l'évolution conjoncturelle de la construction neuve. Elle se joue sur la longue durée. Et cette longue durée, c'est une inflexion très forte au début des années 2000, qui est principalement liée à l'augmentation des prix. Ça a déjà été dit. On a une évolution de la courbe des prix immobiliers à partir de 98. Il y a vraiment un renversement à ce moment-là. Et on a une explosion des coûts. Alors, on l'a largement expliqué dans un premier temps
par l'évolution des conditions de crédit qui faisait que finalement, les taux d'intérêt baissant, les gens peuvent payer plus cher et du coup, ça permet, finalement, ça change rien. Sauf qu'on voit bien aussi que pendant cette période, depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, eh ben, progressivement, on a évincé une partie de la population, des ménages, de la capacité à accéder à la propriété. Alors, si on l'illustre, mais ça rejoint ce que disait Pierre il y a un instant, hein, si on l'illustre par exemple la question du logement social, ça se traduit de façon exactement parallèle par une baisse de la mobilité dans le logement social. C'est-à-dire une baisse de la capacité des ménages locataires dans le logement social à devenir propriétaires. On le voit, et alors c'est vrai que la dernière enquête qui permet de le mesurer bien ne date que de 2013, mais on en attend une dans les mois qui viennent, hein, la nouvelle 2020-2021, qui va d'ailleurs un petit peu mordre sur la crise sanitaire, donc peut-être qu'on aura des choses à en dire à ce moment-là, mais pour l'instant on n'a que ça, mais on voit bien que la baisse de la mobilité de sortie du parc social est exactement parallèle à la baisse de la sortie vers l'accession à la propriété des locataires HLM. Et donc, cette baisse de la mobilité dans le parc social, c'est une illustration majeure de cette montée des inégalités entre ceux qui peuvent devenir propriétaires et ceux qui ne le peuvent pas. Et derrière cela, si les gens ne sortent plus du parc social, ben, ils ne libèrent pas les logements. Et donc, les files d'attente vers le logement social s'accroissent. Et le mal-logement, au mieux, il stagne. Ce qui est absolument anormal et scandaleux dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. Voilà. Et je dis au mieux, il stagne parce que, compte tenu de ce qu'on disait sur les sources statistiques, on n'est pas véritablement aujourd'hui capable de le mesurer efficacement. Je le dis face à Christophe Robert. La Fondation Abbé Pierre tente tous les ans cette mesure, mais bon, aujourd'hui, elle est un peu dans une impasse. On espère qu'elle va se résoudre dans les mois qui viennent. Donc, c'est ça l'évolution longue durée. Et cette première analyse entre ceux qui ont du patrimoine, ceux qui sont propriétaires ou qui peuvent le devenir et ceux qui n'en ont pas, après, elle se décline avec le mal-logement, elle se décline sur le plan générationnel. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à la propriété sont ceux qui sont plus jeunes, ceux qui, au même âge, il y a 20 ans, pouvaient accéder à la propriété, etc. Et finalement, c'est un peu aussi comme le système des retraites, c'est-à-dire, à force de retarder l'accumulation patrimoniale, eh bien, cette inégalité aujourd'hui en termes d'âge, ça devient une inégalité générationnelle. Et ça va devenir une inégalité générationnelle. Que seront les patrimoines, les capacités d'absorption de la baisse de revenus au moment de la retraite, les capacités de financement de la dépendance, etc. Enfin, la liste est peut-être extrêmement longue. Ça veut dire que c'est pour ça aussi que moi, j'essaie de sortir, de ne pas rester dans les analyses conjoncturelles, mais de regarder les choses sur le long terme. Et donc, poser les questions de ce que la situation d'aujourd'hui, compte tenu des mécanismes de marché, hein, qui n'est pas seulement l'évolution des prix, mais compte tenu des mécanismes de marché, va générer dans les 20 ans, 30 ans, 40 ans qui viennent, pour les générations qui se seront insérées dans le marché du logement de façon radicalement différente de la génération précédente, par exemple. Comment est-ce qu'on y voit clair dans tout ça? Parce qu'il faut bien essayer d'isoler, d'identifier des catégories, des types d'inégalités qui permettent d'abord de les qualifier et puis de chercher des solutions à partir de ces analyses-là. Je crois que vous avez travaillé là-dessus et vous avez identifié des types d'inégalités. Oui, il y a un indice. Alors oui, on peut multiplier, hein, on l'a dit, entre les propriétaires et les non-propriétaires, entre les jeunes et les moins jeunes. Qui payent aujourd'hui les logements les plus chers? Ceux qui louent des logements petits dans les grandes villes. Et c'est qui? Voilà, c'est les jeunes. Ouais. Et là, on a, de ce point de vue-là, me semble-t-il, un marqueur, une question de politique publique, pour le coup, d'importance majeure. C'est vrai, on voit le taux d'effort. De loin le taux d'effort des étudiants, 47%. C'est quand même les étudiants et les jeunes actifs, c'est souvent pire, parce que les jeunes actifs sont moins que les étudiants soutenus par leur famille. Et là encore, moi j'en ai fait aussi l'expérience personnelle. Mes enfants, quand ils ont cherché à se loger,
leur père est fonctionnaire de l'enseignement supérieur, ils n'ont jamais eu de problème pour avoir une caution et pour trouver un logement locatif. Parce que les parents... tout le monde n'a pas cette facilité-là quand on est jeune aujourd'hui. Là aussi, enfin, c'est une inégalité sociale qui se reproduit chez les ménages jeunes. Ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier d'une caution parentale, alors on va me dire, mais il y a la garantie Visale, des gens d'Action Logement ici. Oui, mais quand vous êtes dans une grande ville, que vous avez un étudiant garanti par ses parents et de l'autre côté un jeune actif avec sa garantie Visale, eh ben, je peux vous garantir que le propriétaire, il a rapidement fait son choix. Il ne sait pas ce que c'est la garantie Visale, malgré les publicités, etc. Et puis par ailleurs, la garantie parentale, c'est quand même plus solide en apparence. Oui. Et ça, c'est des mécanismes qui se reproduisent constamment. Et ce sont des catégories, ce sont des analyses d'inégalités qui peuvent se superposer les unes aux autres. Elles se superposent parce qu'on peut ajouter la couche territoriale. Étudiant dans un territoire qui crée des inégalités. On peut ajouter la couche territoriale, bien sûr. Évidemment, parce que tout ce qu'on raconte là, finalement, et ça c'est un peu quasiment une boutade, mais on peut toujours dire ça dépend où. Parce que c'est pas ces inégalités, ces mécanismes-là ne se développent pas du tout de la même façon si on est dans la métropole parisienne, si on est à Bordeaux, si on est à Bunus. Mais bien sûr, le Pays Basque, 41% de résidences secondaires sur la côte basque. Même si on entend bien ce que nous disait monsieur le maire tout à l'heure. Hein. Que c'est pas parce qu'on est en dehors d'une métropole que c'est facile. Et donc on en a isolé quelques-unes, et il y en a d'autres également de ces facteurs identifiés d'inégalité. Oui. Donc, mal logement, étudiants, territoire. Mal logement, les jeunes, les locataires du parc social. Qui souhaiteraient partir, ceux qui ne souhaitent pas partir, aucune raison de les mettre dehors, hein, mais ceux qui souhaiteraient partir, qui pensent à un parcours résidentiel, les habitants des grandes métropoles ne vivent pas la question du logement. Pour prendre des exemples qui ne sont pas locaux, mais vous habitez à Nevers, vous êtes finalement assez peu concerné par la crise du logement. Mais le maire de Nevers ou le président de l'agglo de Nevers, lui, il est embêté parce que comme il n'y a pas de crise du logement, c'est tellement facile d'aller s'installer en périphérie que son centre-ville s'effondre. Oui. Et que les bailleurs sociaux, eux, il faut qu'ils fassent de la publicité à la radio pour placer leur logement. Ce qui peut sembler étrange quand on est dans le Pays Basque ou à Paris ou à Bordeaux. Mais donc, tout ça doit être analysé couche par couche. Mais c'est ce qui explique que quand on a fait un petit livre avec Pierre, on a appelé ça « les crises du logement ». C'est-à-dire que la crise du logement, qui est un terme qui est... aujourd'hui, la notion de crise du logement est controversée. Il y a plein de gens qui vous disent « enfin, tous les gens, 80% des gens sont satisfaits de leurs conditions de logement. On a parlé des mètres carrés tout à l'heure, mais bon, on est passé quand même entre le début des années 70 et aujourd'hui de 22 ou 23 mètres carrés par personne à 40 mètres carrés par personne. C'est la moyenne nationale, pas dans le neuf, hein. Mais c'est plutôt les personnes âgées toutes seules dans leur maison individuelle qui tirent la moyenne. Hein. Mais bon, donc il y a tout un tas d'éléments, de facteurs qui pourraient permettre de dire finalement, crise du logement, bon, on construit pas mal en France. Hein. On a aujourd'hui un petit ralentissement, mais c'est un ralentissement par rapport à des années, encore une fois, pensez le temps long. Si on regarde le temps court, effectivement, on va voir que par rapport à 2017, 2018, quand c'était des années records, en 2019, 20, 21, on a construit moins, oui. Mais par rapport à la moyenne des 20 dernières années, on a encore construit plus. Donc, la crise du logement, ce n'est pas aujourd'hui un déficit de logement comme on pouvait l'observer dans les années 50. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'analyser. Mais parler de crise du logement, je pense, a encore une vraie actualité aujourd'hui.
Il y a 5 ans, ici, à Bunus, on était là dans une table ronde et on parlait des inégalités du logement, de comment lutter contre ça. Et aujourd'hui, on se retrouve au même endroit à parler de la même chose avec à peu près les mêmes questions, les mêmes problèmes. Pourtant, le politique dispose d'un certain nombre d'instruments pour infléchir justement ces inégalités. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique économique, des instruments à la disposition des gouvernants? Alors, si vous avez posé les mêmes problèmes il y a 5 ans qu'on pose aujourd'hui, vous avez un petit bout de réponse sur qu'est-ce qui se passe, quoi. Il se passe qu'il y a des petits dysfonctionnements quelque part. Le premier, c'est que malgré tout ce qu'on a décrit, malgré l'explosion des inégalités, malgré des taux d'effort en hausse, malgré certes des niveaux de construction qui peuvent être satisfaisants, mais on voit bien qu'il y a un déficit de construction sur certains territoires, en 2019, c'est les derniers chiffres, on a dépensé 1,6 point de PIB en aide publique au logement. On n'avait jamais dépensé aussi peu depuis 1985, depuis que les comptes du logement existent. Donc l'effort public adressé au secteur du logement, toute aide comprise, APL, aide à la construction, aide au logement social, l'effort public, il baisse. Donc certains diront on dépense moins pour une meilleure efficacité. Pour l'instant, la meilleure efficacité, on ne la voit pas. C'est-à-dire que si on regarde les outils de politique publique à disposition, on regarde les APL, bon, on fait des économies. Alors, en 2019 par rapport à 2018, les aides publiques au logement ont baissé de 4%. L'année précédente, elles avaient baissé de 4%. Bon. 2020, potentiellement, normalement, on devrait s'attendre aussi peut-être à une petite baisse. Et puis, il y a la contemporanéisation des APL qui n'était pas comptabilisée encore en 2019. Mais bon, bref, les économies continuent. Si on prend un gros morceau de la politique du logement, qui est quand même la solvabilisation des ménages, on arrive à diviser par 2 aujourd'hui les ménages qui appartiennent aux 10% de ménages les plus pauvres dans le parc privé locatif. Ils ont un taux d'effort avant APL qui est supérieur à 60%. On arrive à diviser ce taux d'effort avec les APL par 2, ce qui est quand même satisfaisant en soi. Le problème, c'est qu'il reste aux alentours de 30-35% ce taux d'effort, après versement des APL. Il reste au-dessus de 30%, et en plus, il reste supérieur au taux d'effort des ménages qui sont un tout petit peu plus riches qu'eux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une règle dans le parc locatif privé, en moyenne, évidemment, ça dépend des territoires, ça dépend de tout un tas de choses, ça dépend de quand on est arrivé dans le logement, Jean-Claude en a parlé déjà, mais il y a une règle qui veut que plus on est pauvre, plus on dépense pour se loger proportionnellement à son revenu. Ce n'est pas l'objectif initial des APL. L'objectif initial des APL, c'est de solvabiliser correctement les ménages, de lutter en effet contre les inégalités d'accès au logement et vis-à-vis des dépenses de logement. Et donc la logique voudrait, comme c'est le cas dans le parc social, que plus vous êtes pauvre, moins vous dépensez pour vous loger. Le fait est que dans le parc privé, ce n'est pas le cas. Ce qui pose quand même problème. Alors certains diront, on met un pognon de dingue, ça marche pas, on va baisser, et puis on va essayer de rendre le truc plus efficace en resserrant. On peut aussi penser qu'en mettant un peu plus d'argent sur les APL, dans un monde où l'encadrement des loyers a vocation à se généraliser, on peut peut-être réussir à lutter efficacement contre ces inégalités en termes de taux d'effort. Dans le parc social, certains intervenants en parleront mieux que moi, ou il y aura peut-être des questions là-dessus de la salle ouverte. Mais globalement, on a quand même enlevé des moyens aux bailleurs sociaux ces dernières années. Alors même que Jean-Claude l'a dit, on a une file d'attente dans le logement social qui ne cesse d'augmenter, on a une mobilité qui baisse, et donc on a un besoin de logements sociaux qui augmente très fortement. Nous, on a rendu une étude il y a quelques mois sur les difficultés d'accès des ménages les plus pauvres au parc social, où on mettait en avant qu'il y avait quand même un vrai problème d'offre de logements très abordables dans le parc social pour les ménages les plus modestes. Là, une fois de plus, c'est une question de moyens. Soit on décide, tout comme sur les APL, on décide de donner moins d'argent et donc de faire moins, mais dans ce cas, ça veut dire qu'on veut, je ne sais pas moi, que les gens deviennent propriétaires, et dans ce cas, on les solvabilise dans l'accès à la propriété. Je mentionnais tout à l'heure les difficultés d'accès à la propriété, Jean-Claude l'a rappelé, d'un certain nombre de ménages. On ne met pas plus de moyens dans l'accession à la propriété aujourd'hui. Donc on met moins de moyens dans le parc social, on met moins de moyens dans la solvabilisation des ménages, et on met moins de moyens dans l'accès à la propriété des ménages les plus modestes.
ce qu'on voit, c'est que du coup, on n'arrive pas à résoudre la crise du logement comme ça. Alors, on ne peut pas tout résoudre en disant on va augmenter les moyens de la politique du logement ou les montants d'aide publique distribués. Ce n'est pas forcément ça la solution. Mais il y a un moment, il faut faire un choix. On ne peut pas déshabiller tout le monde dans les conditions qu'on traverse aujourd'hui, qui sont des difficultés d'accès et de maintien dans le logement qui sont extrêmement compliquées. Donc ça, c'est le premier point sur les aides publiques. Puis je pense qu'il y a un deuxième point pour en revenir à la question des inégalités, notamment de patrimoine, qui se sont développées au cours des 20 dernières années. Il y a la question de la fiscalité. On a aujourd'hui une fiscalité du logement qui pèse un peu plus de 70 milliards d'euros et qui, là aussi, dysfonctionne quand même assez globalement. Il y a un diagnostic qui a été posé sur la taxe d'habitation. On a dit que la taxe d'habitation est déconnectée des réalités locales. On la supprime. Bon. Par contre, on garde la taxe foncière, qui est à peu près sujette aux mêmes critiques. Bon, par contre, on va réévaluer les valeurs locatives sur la taxe foncière. Donc ça, c'est en cours. C'est une réforme de long terme, donc on verra ce que ça dit. Aujourd'hui, on a une taxe foncière qui est relativement inégalitaire. On a une taxation des plus-values qui ne touche pas la résidence principale, mais qui dysfonctionne aussi sur les résidences secondaires ou les autres types de logements, où on incite plutôt les propriétaires à garder longtemps leur logement pour payer moins de taxes sur les plus-values. On peut peut-être se poser la question de savoir si ce type de fiscalité-là est efficiente ou efficace. Et puis, il y a une question électorale aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on va appuyer sur un bouton nucléaire et qu'il va y avoir... C'est certain que se faire élire président de la République en proposant une refonte de la fiscalité immobilière dans un pays où il y a 65% de propriétaires occupants, c'est compliqué. Après, moi, je ne suis pas, sauf si Jean-Luc me le demande, mais sinon je ne suis pas candidat, donc je peux proposer des choses. Et je pense que l'outil fiscal est un outil, à mon avis, qu'il faut mobiliser, sans forcément dire on augmente la fiscalité immobilière, mais quand vous avez un tiers de la fiscalité immobilière qui pèse sur l'investissement, la mutation, et que dans le même temps, on veut plus de mobilité résidentielle, plus de mutation, et qu'on veut construire plus de logements, donc plus d'investissement, on peut peut-être se poser la question de dire, bon, d'un côté, on a un patrimoine immobilier des ménages qui a augmenté de 200%, de l'autre côté, on veut plus d'investissement et plus de mobilité. Est-ce qu'on ne peut pas transférer une partie des taxes qui pèsent sur les mobilités et l'investissement vers la détention, c'est-à-dire vers les gens qui se sont enrichis avec l'enrichissement des prix immobiliers ? Ouais. C'est une question, c'est compliqué, je pense à mettre en place, c'est compliqué de se faire élire sur ce type de programme. Après, moi j'ai souvenir de gouvernements qui ont mis en place des mesures qui n'étaient pas dans leur programme. Oui. Je peux en citer, bon, je ne vais pas faire ça ici, mais ça existe. De mémoire, ça existe. Et notamment sur les questions de logement et notamment sur les questions d'APL. Donc c'est possible. Donc, mais quand on regarde, il y a un petit peu un laboratoire d'idées. Vous avez parlé de la taxe foncière, il y a les loyers fictifs, enfin tout un... Là, vous dites tout un tas de grossièretés qui font que vous ne serez vous non plus jamais élu président de la République. Non, c'est ça, oui, c'est ça. Non, mais il y a une vraie réflexion quand même sur... Alors, on va toujours sortir l'exemple du retraité de l'île de Ré qui n'a rien demandé à personne, son bien a été multiplié par 4, et donc c'est pas normal de le taxer à la taxe foncière. On peut inventer d'autres systèmes. On peut inventer une taxation du logement qui dépendrait en partie des revenus, qui dépendrait en partie, ou mieux en tout cas, du statut d'occupation du logement. Si vous louez un logement en centre-ville à une certaine catégorie de ménages, pourquoi vous payeriez la même taxe foncière que si vous louez à des gens qui gagnent plus, ou vous louez ailleurs, ou vous ne louez pas, ou... Enfin voilà, c'est des choses... Aujourd'hui, la fiscalité immobilière ne tient pas assez compte du revenu des ménages qui la payent. On peut le changer. On peut faire une fiscalité immobilière plus redistributive aussi. Mais ce n'est pas des sujets tabous. Et pour le coup, c'est un levier d'action publique très important parce qu'un peu plus de 70 milliards d'euros de recettes fiscales, ce n'est pas rien. Comparé aux 7 500 milliards de patrimoine immobilier, ce n'est pas grand-chose. Mais en soi, ce n'est pas rien. Donc, à mon avis, on pourrait essayer de réfléchir collectivement à comment on fait pour avoir un système fiscal plus juste, plus redistributif, qui lutte à la fois contre les inégalités un peu à court terme au sein des générations, mais qui lutte aussi contre les inégalités entre générations. On parlait des inégalités territoriales, vous avez abordé les locataires, les propriétaires, il y a aussi les investisseurs, il y a des dispositifs, on a parlé lors de la première table ronde de Pinel, là aussi il y a peut-être des choses à aller chercher, peut-être des modifications et rendre l'outil qui a peut-être son utilité plus utile qu'il ne l'est actuellement.
il y a sûrement des choses à faire sur ce type d'investissement. Je ne veux pas rajouter des pièces dans la machine parce que je pense qu'il y a un consensus un peu global qui se dégage sur ce type de dispositif-là, où les évaluations qui sont à notre disposition tendent à montrer que c'est en effet un outil potentiellement important de soutien à la construction, mais peut-être qu'on peut en mettre en place d'autres types d'outils. Après, d'un point de vue de l'objectif, l'un des objectifs de ce type de dispositif, c'est quand même de développer un parc de logements intermédiaires, c'est-à-dire à des niveaux de loyer qui seraient entre le logement social type PLS et le logement privé dans les zones tendues. Ce qu'on voit, c'est que cet objectif, il n'est pas rempli. Il n'est pas rempli par le Pinel, mais il était assez mal rempli par les dispositifs qui l'ont précédé. Donc peut-être qu'on peut inventer autre chose. Si on a envie de toucher à la fiscalité, ou si on a envie de baisser la fiscalité sur les investisseurs, qu'ils soient personnes physiques ou institutionnelles, on peut par exemple rappeler que le prélèvement forfaitaire unique ne s'applique qu'aux revenus financiers aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, posséder un logement et le mettre en location, c'est payer plus d'impôts sur les loyers que si vous placez votre argent sur les marchés financiers et que vous payez des impôts sur vos dividendes. C'est quand même un signal. Alors, c'est pareil, des responsables politiques récemment, il y a quelques années, on dit que le logement, l'immobilier n'était pas un marché productif et que donc il fallait inciter les gens à investir ailleurs que dans l'immobilier. Bon, ça au moins c'est un discours qui est assumé. Si on a envie que les gens réinvestissent un peu dans l'immobilier, peut-être qu'il faut réfléchir à l'avenir de l'impôt sur la fortune immobilière, peut-être qu'il faut réfléchir au PFU, si on a vraiment envie de baisser les impôts. Bon, je n'ai pas une envie pressante de baisser les impôts, mais si on a envie de baisser les impôts et d'inciter les gens à investir dans l'immobilier plutôt qu'ailleurs, peut-être qu'essayer d'élargir, que ce soit la flat tax ou réduire le champ de l'impôt sur la fortune immobilière, ça peut aussi être une solution. Quel est l'apport que peut avoir l'urbaniste sur cette approche-là ? L'apport de l'urbanisme, d'une manière générale, c'est celui qui a déjà été évoqué dans la première table ronde autour de la question du foncier et de la capacité à produire dans la ville existante une offre foncière abordable permettant de produire des logements plus abordables. C'est-à-dire aussi de penser, c'est encore une fois la question du changement un peu du logiciel, hein, de sortir d'une logique qui est seulement une logique construite sur une quantité de logements à produire, mais de se poser la question, qui va peut-être aboutir d'ailleurs à la même quantité, hein, la question n'est pas de mettre en cause la quantité, mais de changer la question et de dire plus clairement à quoi va servir la construction nouvelle, dans un contexte dans lequel le diagnostic, c'est celui des inégalités. C'est-à-dire, en quoi la production nouvelle peut, d'une façon ou d'une autre, contribuer à la réduction des inégalités. Ce qui est aujourd'hui pas du tout, par exemple, le raisonnement qu'il y a derrière le Pinel dont on parlait tout à l'heure. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver les moyens d'une production nouvelle, d'investissement dans du logement intermédiaire dans ce territoire. Mais vous voyez, le penser autrement. Et le penser autrement, ça permet de déplacer un peu, je pense, le regard sur à quoi sert la construction nouvelle. Et à quoi sert la construction nouvelle peut ensuite générer tout un tas de réflexions sur plus de production en secteur d'aménagement qu'en secteur diffus, parce qu'on voit à quel point la production aujourd'hui en secteur diffus, elle pose un certain nombre de problèmes. C'était suffisamment évoqué tout à l'heure, mais on peut les lister. Donc et puis aussi, bien entendu, avoir conscience du fait que le marché du logement, c'est pas le marché du neuf. Le marché du neuf, c'est une petite partie du marché du logement. Il y a à peu près un peu plus de 2,5 millions de ménages qui emménagent dans un logement tous les ans. Donc si à côté de ça, on augmente le parc de 350 000 unités par an, on voit bien que l'apport du neuf, il est marginal dans le marché. Et donc, du point de vue de l'urbanisme, c'est des choses que je répète constamment à mes étudiants, ne croyez pas que vous allez changer la vie avec vos nouveaux projets urbains. La ville de demain, elle est déjà là. Le parc de logement de demain, il est déjà là. Si on apporte 1% par an, le parc de logement de 2041, il est déjà là à 80%.
Mais avec des dangers, parce que ça peut apporter... Et donc, il y a aussi des enjeux de remise sur le marché, de transformation, de rénovation énergétique, elle-même également porteuse potentiellement d'inégalités patrimoniales. C'est-à-dire que rénover un logement, voilà, les chiffres qui traînent, c'est faire une vraie rénovation énergétique d'un logement existant aujourd'hui, c'est 45 000 à 60 000 euros. Admettons, je pense que la ministre nous en parlera cet après-midi, admettons qu'on ait des dispositifs d'aide publique importants ou très importants, admettons, hein, on peut après, qui vont aider à en payer la moitié. Comment le propriétaire de 70 ans va financer les 30 000 euros? Il va aller voir son banquier à 70 ans. Donc, et avec comme conséquence une perte de valeur pour celui qui n'arrive pas. Et avec bien sûr. La conséquence, la perte de valeur voilà. pour ceux qui ne parviendront pas à le faire. Et qui sont généralement ceux qui sont soit les plus âgés, soit les plus modestes en termes de revenus. Et donc le fait d'être propriétaire n'est pas non plus une garantie, enfin Pierre le disait, hein, dans une certaine mesure, c'est pas une garantie de permanence de la valeur du patrimoine. Et la rénovation énergétique est un enjeu majeur, il faut la faire. Il ne s'agit absolument pas de dire que c'est erroné de se lancer dans cette direction, mais de fait, elle est porteuse d'inégalités potentielles. Donc la question à poser, c'est pas tant je fais 800 000 ma prime rénov dans l'année, c'est de dire comment je fais avec mes 800 000 pour éviter les inégalités patrimoniales que ces mécanismes vont générer. C'est vraiment une idée de changement de logiciel. Hein. Et par ailleurs, c'est aussi l'idée de prendre les choses sur la longue durée. La question initiale, c'était qu'est-ce qui a changé au cours des 5 dernières années ? La réponse est pas grand-chose, mais c'est normal, ça, pour le coup, quelles que soient les politiques publiques. Et c'est d'ailleurs une grande difficulté politique. C'est-à-dire la transformation du marché du logement, la transformation de la capacité des ménages à accéder au logement ne peut pas se faire dans la durée d'un mandat électoral, ni local, ni national. Alors justement, on a parlé de l'action du gouvernement, l'action des politiques, mais il y a aussi une grande importance de l'action des collectivités publiques. On l'a vu par exemple sur le Grand Paris. Est-ce que justement ce sont des facteurs de croissance des inégalités? Je ne sais pas, prenons justement ce Grand Paris, selon qu'on est près d'une gare, selon qu'on n'est pas près d'une gare, selon qu'on est dans un secteur qui va être rénové et qui va prendre de la valeur, il y a des accroissements d'inégalités aussi qui sont quasiment créés par la chose publique. Il y a un rôle très important de l'investissement public ou de la dépense publique dans la valorisation des prix immobiliers. C'est-à-dire, si les métropoles se développent, si tout un tas de métropoles ou de grandes villes françaises se plaignent, par exemple, du débarquement des Parisiens qui viennent faire augmenter les prix, ça existe. J'ai entendu ça, même... peut-être même au Pays Basque. Peut-être même dans le Pays Basque. Peut-être que c'est parce que le Pays Basque n'est pas si mal desservi que ça par les transports publics, les transports en commun, sur lesquels l'État, nous, collectivement, on a beaucoup investi. Le Grand Paris Express, donc c'est-à-dire c'est même pas une couronne, mais ce réseau, ce nouveau réseau de transport rapide, métro autour de Paris, dans la petite et dans la grande couronne, va générer des évolutions. Alors, on a à protéger le foncier qui était tout proche des gares, mais on voit bien qu'il y a une dynamique des prix dans ces communes-là qui est extrêmement positive. Et donc, d'un côté, on a un certain nombre de propriétaires qui vont s'enrichir massivement du fait de l'installation d'une gare ou d'une ligne de ce type de transport en commun. Et puis de l'autre côté, ça va générer dans un certain nombre d'années des inégalités d'accès vis-à-vis du logement de ménages qui aujourd'hui pouvaient se loger et qui demain ne pourront plus dans les mêmes communes. Et à mon avis, du coup, l'un des sujets, une fois qu'on a parlé, valorisation patrimoniale, difficulté d'accès, inégalité d'accès au logement, il y a à mon avis à s'interroger sur... Toujours dans la même optique, de ne pas forcément dire on va augmenter la pression fiscale ou ce genre de choses, mais s'interroger à quelle est la place de l'investissement public dans cette évolution de prix,
On sait qu'en effet, il y a l'assouplissement des conditions de crédit, il y a l'augmentation aussi du pouvoir d'achat des ménages, mais il y a aussi de l'investissement public. Et comment on fait collectivement, à la fois pour protéger le foncier, par exemple. Donc on a mis en place les OFS, on a mis en place le bail réel solidaire, tout ça dans cette optique aussi de protéger le foncier de mécanismes de spéculation. Mais comment on fait aussi pour donc, protéger le foncier, mais récupérer un peu une partie de, certains l'appellent cet enrichissement sans cause, qui est lié à l'investissement public. C'est à mon avis un débat qu'il faudra poser dans les mois qui viennent, parce qu'une fois de plus, il y a une réserve très importante. Cette survalorisation liée à la survalorisation du foncier depuis 20 ans, elle n'est jamais vue. Alors, il y a une chose, c'est de se fixer comme objectif de la stopper. Il y a une autre chose, dire cette survalorisation, elle a profité à un certain nombre de ménages. Alors, certains sont en partie responsables de l'évolution des prix immobiliers sur leur commune. Si vous faites des travaux chez vous, vous entretenez, vous votez pour le maire qui va faire les bons investissements, bon, vous êtes en partie responsable. Après, il y a tout un tas d'investissements publics qui sont payés par la collectivité et dont la collectivité voit jamais 1 euro de plus-value tomber dans ses caisses. Donc ça pose quand même un petit problème. Donc à mon avis, il y a une réflexion sur comment on identifie, comment on contrôle les prix. Alors c'est un gros mot, hein. C'était un gros mot à une époque de parler d'encadrement des loyers. Donc évidemment, parler d'encadrement des prix immobiliers, c'est plus que tabou. Donc je ne le ferai pas aujourd'hui. Je crois que je viens de le faire un tout petit peu, mais on va essayer d'oublier. On ne va pas enregistrer cette partie-là de mon propos. C'est trop tard. Mais à mon avis, il y a quand même une réflexion sur comment on réfléchit à ce qu'est un bien commun. Est-ce que le foncier est un bien commun? Est-ce que l'immobilier, le parc de logement, Jean-Claude l'a dit, hein, le parc dans 10, 20, 30 ans, c'est le parc d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et cette survalorisation foncière, comment on essaye que tous collectivement, on puisse en profiter? Parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, elle est captée par une infime minorité de ménages. Si elle est captée en partie par la fiscalité, comment être sûr qu'elle est réinjectée à ceux qui n'en sont pas les bénéficiaires, justement? C'est ça. Et c'est aussi tout là, il y a un acteur un peu central qui est le responsable politique. Qui, je crois, va arriver juste après nous, là, cet après-midi, et qui va nous dire comment il fait pour s'assurer que tout cet argent est correctement redistribué. Je pense qu'à mon avis, on a les canaux suffisants fiscaux et dans la dépense publique pour s'assurer que cet argent est correctement redistribué, à la fois aux collectivités locales, mais aussi aux ménages qui en ont besoin. Ouais, sur les 70 milliards de recettes fiscales dont tu parlais tout à l'heure, les 3 principaux postes, c'est de la TVA, c'est des droits de mutation et c'est la taxe foncière. Bon, après, il y a des petites choses, mais on prend déjà ces 3-là. On n'est pas loin des 70 milliards. Aucun des 3 ne revient à la question du logement. Les DMTO, indirectement sur de l'investissement local, mais oui, surtout des départements dont la compétence logement a ses limites. Mais ce qui est intéressant sur les responsabilités politiques aussi, c'est qu'on a abondamment parlé du retrait de l'État, de la baisse de la dépense publique en matière de logement, etc. Mais ce retrait, il est relatif parce que par ailleurs, on n'a pas véritablement de retrait de l'État en matière de transfert de compétences vers le niveau local. Sur le sujet, qui est aujourd'hui finalement assez pauvre en outillage, hein, à tel point qu'il est obligé de faire des chartes promoteurs qui n'ont aucun statut juridique, dont on a souligné tout à l'heure un certain nombre de vertus, mais qui par ailleurs n'ont pas de statut juridique. Hein, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens aujourd'hui pour les collectivités en responsabilité sur la question de l'habitat, d'intervenir sur le Pinel, sur le prêt à taux zéro, sur tout un ensemble de mécanismes qui sont les mécanismes qui sont les principaux moteurs. À certaines époques, on parlait de cocaïne, de la promotion immobilière. Bon. Et alors, bon, par ailleurs, l'exemple du Grand Paris que tu évoquais tout à l'heure, c'est pire que tout, parce que la métropole du Grand Paris, c'est un peu plus de 300 communes. Aujourd'hui, c'est 300 politiques locales de l'habitat. Oui. Puisque la métropole du Grand Paris n'existe pas sur la question du logement. Et ce c'est sont 2 personnes. Oui.
Ce sont des pouvoirs que les maires ne sont pas prêts à laisser partir. On l'a vu au cours des dernières années, les combats qu'il y a eu sur les attributions notamment. Ce qui est dit là, c'est vrai sur l'Île-de-France, mais ce n'est pas forcément vrai partout ailleurs. Aujourd'hui, dans la grande majorité du territoire, en dehors de la métropole du Grand Paris, on a une prise en charge intercommunale des politiques de l'habitat, on a des programmes locaux de l'habitat, on a un certain nombre d'outils, me semble-t-il pas assez, parce qu'on a beaucoup moins d'outils pour gérer la production dans le diffus, on a beaucoup moins d'outils pour échanger avec les opérateurs, promoteurs et même bailleurs sociaux. On n'a pas toujours localement les outils pour échanger avec eux. Donc cette capacité de prise en charge, même si aujourd'hui elle s'est pratiquement toujours, sauf dans le Grand Paris, mise au bon niveau, mais elle ne dispose pas de tous les outils qui lui permettraient de le faire. Donc le retrait de l'État, il est là-dessus, il est ambigu. C'est-à-dire qu'il met moins d'argent, mais par ailleurs, il garde l'essentiel des compétences et des responsabilités. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'idées qui étaient sur la table. Qu'est-ce qu'il faudrait proposer justement à 7 mois d'une échéance quand même qui est importante, capitale, à l'ensemble du personnel politique, leur dire, ben voilà, sur quoi il faut d'abord réfléchir pour lutter justement contre ces inégalités qui se caractérisent surtout par des inégalités dans le logement, d'abord et avant tout. Peut-être pour juste redire un petit mot sur cette question de l'échelle de décision, on l'appelle comme on veut, c'est un sujet qui est à la fois central et extrêmement compliqué. C'est-à-dire que certains vont dire il faut tout recentraliser. L'État centralise déjà les moyens, donc il faut aussi recentraliser les décisions de construction. Les préfets prennent la main sur les maires pour construire, tout ça. Mais en se disant, est-ce que vraiment l'État a la capacité à connaître le local et c'est une vraie question. Et après, on peut dire, non, il faut tout décentraliser, à la fois les compétences et les moyens. Mais là, est-ce qu'on ne va pas dans le sens d'une augmentation des inégalités territoriales? Est-ce qu'on est sûr que cette décentralisation aboutira à une convergence? C'est pas certain. Donc il y a un vrai sujet sur la question de la centralisation ou de la décentralisation. Sur qu'est-ce qu'il faut faire, si, je sais pas, il faudrait peut-être rappeler qu'est-ce qui était proposé il y a 5 ans à cette même table ronde avec des intervenants différents, puis 5 ans précédemment. Peut-être que le premier point, c'est qu'il faut parler du logement. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on a dit tout ça, quand on a expliqué le rôle du logement, de l'habitat, de l'immobilier dans l'explosion des inégalités, à la fois, une fois de plus, à court terme, les taux d'effort qui augmentent, plus pour les ménages les plus pauvres, à la fois en termes de patrimoine et donc inégalité intergénérationnelle. Une fois qu'on a dit tout ça, ce serait bien que les candidats s'emparent du sujet. On est quand même sur le premier poste de dépense des Français. Enfin, on n'est pas sur un petit sujet. Or, ça a été dit tout à l'heure en introduction par Jean-Luc, c'est un sujet qui est assez peu présent dans le débat public. On en a beaucoup parlé, on a découvert que des gens vivaient en situation de suroccupation au moment du confinement. On s'est dit, voilà, c'est quand même compliqué. Je n'ai pas entendu une mesure forte dans le débat public pour lutter contre la suroccupation des logements. On a beaucoup parlé des 25% de Parisiens qui avaient quitté Paris. On a beaucoup parlé de tout ça, mais c'est un sujet qui est, à l'image de plein d'autres depuis 1 an et demi, a un peu disparu du débat. Donc à mon avis, la première chose à faire, c'est d'en parler, de poser des constats, ce qu'on a essayé de faire en partie là, et puis pour se fixer des objectifs. C'est quoi l'objectif ? Est-ce qu'on veut solvabiliser les ménages et donc dire on laisse les prix, on laisse les loyers évoluer comme ils évoluent, mais par contre on va accentuer l'effort de solvabilisation des ménages pour lutter contre l'augmentation des taux d'effort. C'est une solution de court terme qui, à mon avis, est un peu essentielle. Quel avenir on en parlera sûrement cet après-midi, mais quel avenir pour le logement social? C'est à mon avis une vraie question. Est-ce qu'on va vers un nouveau modèle du logement social? Est-ce qu'on renforce le modèle du logement social à la française? Est-ce qu'on veut plus de logements sociaux? Est-ce qu'on veut rester dans un modèle généraliste où on veut basculer vers un modèle plus résiduel? Mais dans ce cas, par quoi est remplacé le logement social pour les classes moyennes inférieures? Est-ce qu'on veut développer un parc locatif privé ou est-ce qu'on veut un monde ou une France de propriétaires occupants? Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre avant de réfléchir à comment on fait. Il faut qu'il y ait à un moment une orientation politique claire. Moi, là, aujourd'hui, je la vois pas émerger. Peut-être qu'elle va arriver, peut-être qu'elle sera là cet après-midi. Mais à mon avis, il faut se fixer des objectifs clairs et en fonction des objectifs,
mettre les moyens pour y arriver. Et c'est à ce moment-là que la politique publique ou la fiscalité immobilière pourront jouer tout leur rôle. Les outils, ils existent. On peut inventer de nouveaux outils, mais on a quand même toute une palette d'outils à disposition. Ce qui n'est pas clair aujourd'hui, c'est quels objectifs on se fixe. Et ça, pour le coup, le rôle du politique est assez important. Et Jean-Claude Drian, est-ce que vous avez là-dessus, bien sûr, une vision, mais surtout, est-ce que vous avez le sentiment que du côté des politiques, le Covid, la Covid a fait naître une prise de conscience? J'en suis pas tellement convaincu. C'est pas flagrant. Hein. On a les deux rapports qui ont été déjà évoqués ce matin, un rapport Rebsamen sur la construction et puis le travail Leclerc-Girometti sur la qualité de la construction neuve. Dans les deux cas, ce sont évidemment des questions importantes. Mais tous les deux portent sur la construction. Mais tous les deux portent sur la construction. Oui. C'est-à-dire qu'on est encore dans une logique qui est principalement une logique productiviste, qui commence quand même avec la question de la qualité du logement à se poser la question de pas seulement combien, mais lesquels et avec quel niveau de qualité, mais qui ne va pas jusqu'à poser, ce qui me semble la question essentielle, c'est à quoi ils servent ces logements neufs. C'est-à-dire dans quelle mesure ils peuvent aider à contribuer, à corriger, c'est à la marge, hein, mais quand même, à corriger les dysfonctionnements globaux du système. Et dans quelle mesure il faut trouver des moyens de mieux arbitrer entre le neuf et l'action sur l'existant, avec toujours ça dépend où, parce que ça ne se pose pas, cette question de l'arbitrage entre le neuf et l'existant ne se pose pas de la même façon dans des villes où on n'a pas vu un promoteur depuis 20 ans, et où finalement le seul opérateur c'est un office d'HLM. Qui ne va pas faire la même chose qu'un promoteur, mais qui peut aussi acquérir des compétences importantes sur la reconquête des centres, sur la reconquête du bâti ancien, etc. Donc c'est encore une fois, c'est un changement d'optique. C'est à la fois mettre la question du logement dans la priorité, mais ça c'est le titre de la réunion d'aujourd'hui, donc je pense qu'on est tous d'accord. Mais ensuite... construire l'argumentaire de la politique du logement sur une base qui n'est pas celle de simplement faire du chiffre, et deux, économiser de l'argent public. Aujourd'hui, c'est ça. Enfin, je ne vois pas tellement ce qu'il y a d'autre aujourd'hui. Y compris économiser de l'argent public, enfin, ça a été dit par Pierre, mais sur la question spécifique du logement social. Aujourd'hui, la baisse de la dépense publique, hein, il y a trois facteurs. Il y a la baisse des taux d'intérêt qui fait que le prêt à taux zéro coûte moins cher. Hein, ça, c'est assez simple. 2, la baisse des APL. 3, la baisse des aides au logement social. Alors, mais tout va bien en fait parce que la Caisse des dépôts a créé des nouveaux financements magnifiques qui permettent... Bon. Et aujourd'hui, conjoncturellement, j'ai l'impression, je parle sous le contrôle de mesdames, que ça va à peu près bien, quoi. Les bailleurs sociaux sont à peu près rassurés d'un point de vue financier. Oui, à court terme. Oui, à court terme. Et c'est derrière ça toute la question du modèle du logement social. Parce que le modèle du logement social, outre le fait que l'aide publique remplacée par l'autofinancement, enfin, tout un ensemble de choses, c'est la pérennité. Or, les transformations qu'on voit, qui commencent à se mettre en œuvre aujourd'hui, indiquent que peut-être que le logement social pérenne, là pour durer longtemps, a un sérieux plomb dans l'aile. C'est son rôle de moteur qui a mis en cause, quoi. Bien sûr. Ouais. Et encore une fois, parce que c'est le résultat de mesures conjoncturelles. On coupe un peu, donc on trouve des moyens de bricolage pour mieux financer, mais la conception sur le long terme, elle n'est pas là. Ça sera un président. Deux mots pour conclure, Pierre, avant qu'on passe les questions du public. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Claude Drian. Très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais il fallait que ce soit dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre aussi. Donc, sauf évidemment sur taper sur les propriétaires. Non. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce qu'il y a du... Ici, monsieur, vous pourriez, on va lui apporter un micro. Vous pourriez vous lever et garder votre masque puisque c'est la consigne.
Vous vous présentez aussi, s'il vous plaît. Donc Beñat Etxebest, je m'occupe d'une association ici qui s'appelle Etxalde, on va faire un peu de pub. Les discussions là m'éveillent deux choses. Il y a une chose qui est un peu en lien avec ce qui était abordé tout à l'heure dans la table précédente, c'est la largeur des bâtiments. Donc on arrive à des bâtiments qui faisaient là 12 mètres de large, on arrive à 15, et peut-être bientôt un peu plus. C'est-à-dire que les bâtiments doivent être conçus quand même pour que les gens puissent se rencontrer à l'intérieur des bâtiments. Et aujourd'hui, pour l'instant, on construit des cellules où on sépare les gens. Et construire des studios ou des F2, on est quand même une espèce animale assez rare pour s'isoler. Et c'est construit par nous-mêmes, hein. Ce n'est pas les termites qui nous construisent nos logements. Donc ça, c'est une réflexion pour savoir sur la modularité des logements. Je pense qu'on doit passer donc, effectivement donc, à 15 mètres, a priori, ça va être mieux. Je ne vois pas je ne construis pas de logement de 15 mètres de large, donc j'en sais rien. Mais je pense qu'on doit aller même un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on doit aller vers des choses un petit peu comme des bastides, des choses qui font que les gens se rencontrent avec une placette. Il faut créer du lien social. Il ne faut pas participer à l'isolement des gens. Monsieur, quelle est votre question, justement Non, ça, c'est la réflexion là-dessus. Bon, oui. C'est une réflexion, ça, d'ordre général. L'autre question, c'est aussi une réflexion, c'est-à-dire que je sens, à force de venir ici et de lire, que l'État, en fait, a du mal à faire. L'État voit bien ce qu'il faut faire et on ne peut pas. Je pense qu'on a passé à une modification du mode de propriété. Ce que disait tout à l'heure Jean-Claude Drian, c'est-à-dire la personne de 70 ans ne va pas s'embarquer dans l'isolement, dans faire l'isolation de son logement. Elle ne peut pas. En fait, on doit dépasser cette chose-là. On doit créer il faut qu'on aille un petit peu vers le système, j'imagine, coopératif, où le mode de propriété est porté par une structure morale et que les gens se déplacent à l'intérieur de cette structure. C'est-à-dire qu'on a une coopérative qui démarre à Bunus et puis qui s'en va jusqu'à Lyon. Et en fait, on cherche là-dedans, dans notre mobilité, on se déplace, on a le droit d'usage à l'intérieur de cette coopérative, on n'a pas la propriété. Et donc, ça donne de la souplesse pour l'habitant. Et ça donne donc de la capacité à faire, donc, à améliorer ses logements. Donc, ma question, c'est comment les intervenants qui sont ici, les réflexions peuvent amener donc l'État à encourager la population, à encourager tous ces systèmes-là où la population, elle a des idées. Il faut lui donner aujourd'hui les moyens fiscaux, techniques, l'ingénierie pour pouvoir réaliser. Parce que l'issue, sincèrement, elle est là. Hein. L'État n'a pas d'argent. Hein. Alors, qui veut répondre à cette question qui est une question intéressante puisque on a évoqué jusqu'à présent que l'action publique. Hein, et là, cette idée, c'est quasiment de l'action privée ou semi-publique. Je pense qu'on a aujourd'hui en France un potentiel d'expérimentation de choses diverses qui vont de l'habitat participatif, les modalités coopératives, le bail réel solidaire et les organismes fonciers solidaires, le logement intermédiaire, etc. Tout un ensemble de choses qui aujourd'hui représentent des quantités infimes. Voilà. On est sur des dispositifs qui, me semble-t-il, ont beaucoup de vertus. Plus ils se multiplient, plus ils auront de vertus, mais qui restent relativement marginaux en termes quantitatifs. Je ne suis pas sûr qu'on va transformer culturellement à court terme le rapport à la propriété des ménages. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. On a aujourd'hui un discours qu'on entend de plus en plus souvent, où les jeunes aujourd'hui seraient moins attirés par la propriété. Après tout, pourquoi être propriétaire de son logement, pleinement propriétaire totalement dans notre concept historique de la propriété, que finalement, ça serait plus simple en termes pour bouger, d'inventer des statuts différents. Ce sont des... Je reste un peu sceptique
même si j'aimerais bien y croire. Mais je reste un petit peu sceptique parce que je me dis que ce sont justement des discours qui reviennent un peu périodiquement, là encore quand on prend le temps long, à chaque fois qu'on a une crise de l'accession à la propriété. Et que dès que, ça s'est vu dans la deuxième moitié des années 90, donc d'accord, ça remonte à loin, hein, mais dès que le système s'est un peu détendu, tout ce qui était une espèce de croyance disant « ouais, ça y est, la France de propriétaire, les gens veulent plus, ils veulent plus... » Dès que ça s'est un peu détendu, c'est reparti à fond la gamelle. Et donc, ce rapport à la propriété, certes, il peut être transformé à la marge, mais je crains que ça soit seulement à la marge. Très bien. Merci Jean-Claude Drian. Merci Pierre Madec. Le temps presse, donc on n'a pas de temps pour d'autres questions, mais je vous invite à les retrouver. Ils seront là parmi le public si vous avez des questions particulières à leur poser. Et je laisse la place à la prochaine table ronde. À très bientôt. Merci.